Claudie Marsan du cabinet Marsan aussi qui va faire des remarques techniques en ce qui concerne la question de passation de marché. Cette question, comment exploiter les marchés et les opportunités de l'économie, elle est pertinente parce que si on parle d'économie, si on parle de croissance, il faut absolument parler des entreprises, il faut parler des marchés, il faut parler des opportunités. Très souvent, on parle des problèmes comme l'inflation, des problèmes comme la hausse du taux de change ou du déficit budgétaire. Et je dis moi-même que ce ne sont pas des problèmes, ce sont des conséquences d'un problème majeur, qui est l'incapacité de l'économie à créer de la richesse. Et à preuve, à quoi ça sert si on aurait un prix stable, mais s'il n'y a pas d'emploi? À quoi ça servirait d'avoir un taux de change stable s'il n'y a pas de richesse produite dans l'économie? Et c'est pour ça que, dans une interview que j'ai donnée cette semaine à Le Nouvelliste, j'ai insisté sur la nécessité de changer de cible. Il faut qu'on puisse faire une autre bataille. Et la bataille ne devrait pas être le focus sur le déficit budgétaire, l'inflation, le taux de change, mais trouver la bonne formule pour créer la richesse dans l'économie. Maintenant, pour créer de la richesse, il faut un environnement attractif, un environnement suffisamment adéquat, un environnement qui est composé de plusieurs éléments comme les infrastructures, comme vous savez, les lois, toutes les facilités administratives, le financement, bien sûr, la stabilité politique qui est un must, et la formation, mais surtout l'information. L'information est cruciale quand on parle des entreprises, parce que c'est cet élément qui va permettre de prendre les meilleures décisions, c'est cet élément qui va permettre de mieux appréhender les opportunités et de pouvoir délivrer la marchandise plus facilement. Comment on peut gagner des marchés si on ne sait même pas si ces marchés existent? Comment on peut gagner des marchés si on ne connaît pas les procédures, les méthodes, les techniques? Et quand l'information ne circule pas, quand les règles sont trop exigeantes, on risque d'avoir une forme de concentration dans l'obtention des marchés et c'est en situation défavorable pour les PME, pour les petites entreprises principalement. Donc, la création d'entreprises, le focus sur l'emploi, pour moi, c'est ça le combat qu'il faut mener. C'est pour ça que j'encourage et je félicite les organisateurs pour cette initiative. Il n'y a aucun remède pour la pauvreté, contre la pauvreté, sinon la lutte pour l'établissement des entreprises, la lutte pour la création d'emplois. Et cela ne passe pas avec des projets sociaux désarticulés qui, pour la plupart, renforcent le niveau de dépendance des populations. Donc voilà, en gros, comment je pourrais introduire cette thématique et je vais demander, et dans l'ordre, comme c'est écrit dans l'agenda, à ces institutions de présenter les opportunités disponibles dans leur secteur respectif et brièvement, vraiment 3 minutes, et peut-être avec les questions qu'on va poser après, on pourra éclaircir, approfondir davantage. Encore une fois, et merci et bienvenue à ce panel. Donc, je passe la parole à Jean Bellinette du MEF qui va d'abord présenter les opportunités disponibles dans son secteur, au niveau du secteur public, bien sûr, au ministère des Finances. Merci. C'est bon. Merci, Edir.
Bonjour tout le monde. C'est toujours intéressant de débuter un panel. Donc, le ministère a pris tellement au sérieux ce programme qu'il a envoyé deux techniciens, deux cadres. Il y a Gérald Chéry, qui est conseiller du ministre. Oui, alors je disais que le ministère a tellement pris au sérieux ce forum qu'il a envoyé deux cadres supérieurs. Il y a Gérald Chéry, qui est conseiller du ministre, et moi-même, qui est cadre et directeur de la cellule partenariat public-privé au ministère de l'économie et des finances. Alors, nous allons intervenir tour à tour sur les marchés publics et les opportunités de croissance. Je vais faire un aspect et Gérald Chéry fera un autre aspect beaucoup plus stratégique. Alors, je commence, comme je suis le premier du panel, je commence rapidement, je vous présente mon plan. Alors, je vais parler des généralités sur les marchés publics, hein, parce que généralité, étant donné que je suis le premier, donc il faut que tout le monde ait plus ou moins la même lecture de ce qui va être dit. Et ensuite, je vais parler de marché public et croissance, PIB. Je vais parler des secteurs concernés par les marchés publics. Ensuite, qui peuvent profiter des marchés publics, des contrats. Et finalement, une ébauche de la stratégie pour pouvoir exploiter ces opportunités. Alors, rapidement, par marché public, on entend par des contrats publics, n'est-ce pas, à titre onéreux, signés avec une institution publique et comme bénéficiaire, des fois des institutions publiques, mais le plus souvent le privé, n'est-ce pas, pour répondre à certains besoins, comme des travaux, comme des fournitures de matériel, comme des services, ça peut être des services intellectuels ou des services tout court. Maintenant, il y a trois grands principes des marchés publics. C'est libre accès à la commande publique. Je vais aller rapidement, étant donné que je n'ai pas beaucoup de temps. Il y a égalité de traitement, n'est-ce pas, des candidats. Il faut que tout le monde ait la même chance de pouvoir en bénéficier. Et il y a aussi la transparence des procédures. Il faut que ça ne soit pas quelque chose de caché et réservé à un petit groupe. Maintenant, marché public et PIB. Alors, les marchés publics fournissent à l'État l'opportunité d'appliquer des politiques publiques capables de dynamiser l'économie. Alors, dans le monde, c'est-à-dire en 2014, ce sont les plus récents chiffres que j'ai pu trouver, et ça faisait 15% du PIB mondial, n'est-ce pas? Mais malheureusement, dans notre pays, les chiffres de 2015-2016 donnent environ 2,5% du PIB, et 2016-2017, 2% du PIB. Bon, les raisons, c'est qu'il y a eu baisse, n'est-ce pas, et au niveau de Petro-Caribé, qui représentait, n'est-ce pas, ces 8 dernières années, c'est-à-dire avant 2016, n'est-ce pas, essentiel des investissements en Haïti. Et ensuite, il y a beaucoup de ces investissements aussi qui sont financés par international et dont les chiffres tardent à venir. Alors, je parlais d'instruments de politique publique. Il y a deux façons de le voir, du côté de l'État et du côté de l'international. Du côté de l'État, c'est à travers la loi de finances. À travers la loi de finances, ce qu'on appelle le budget. Donc, vous voyez, le budget d'investissement public, le PIP, il y a des projets. Et ces projets-là, comme vous voyez dans les flèches, vont donner lieu à des marchés. Et ces marchés-là ont un budget pour chaque marché. Et dans des budgets, il y aura des dépenses. D'accord? Toujours du côté de l'État, il y a le budget de fonctionnement. D'accord? Vous savez, dans le budget, il y a deux parties. Il y a le budget d'investissement et le budget de fonctionnement. Dans le budget de fonctionnement, il y a des achats de biens et de services. Exemple d'achat de biens et services, les fournitures, par exemple, les fournitures de bureaux, les plumes, les ordinateurs, etc., les papiers, eau, etc., que l'on fonctionne, le café, tout ça. Donc, vous voyez, ça donne lieu à des achats, à des travaux aussi. Il y a un budget pour cela et ça va donner lieu à des dépenses.
Du côté de la coopération internationale, il y a des projets de développement. Un exemple de projet de développement, une route financée par nos amis de la communauté internationale. Eh bien, il y aura un marché, n'est-ce pas? Donc, s'il y a un marché, il y a un budget. S'il y a un budget, il y aura des dépenses. De toutes les façons, pour les entreprises qui vont concourir pour obtenir ces marchés-là, eh bien, les procédures de passation de marché à l'international ne doivent pas être trop différentes de nos procédures locales. Bédénette, si tu me permets, Oui. parce que nous n'avons pas beaucoup de temps pour les Je vais aller différents aller présentateurs. Si on peut mettre le focus sur la question principale, c'est quoi les opportunités au niveau du MEF en termes d'achat et d'opportunités, voilà, pour des entreprises? Oui, oui. En fait, ce n'est pas tout à fait au niveau du MEF seulement, c'est au niveau du budget national. Oui, oui, voilà, budget national. Alors, rapidement. Alors, quelques chiffres pour l'exercice 2016-2017. Vous savez qu'on n'a pas de budget, n'est-ce pas, voté. Donc, on a eu 62 marchés validés, 16 institutions, dont 16 ministères et 10 institutions autonomes, environ 11 milliards de gouttes, qui représentent à peu près 170 millions de dollars à un taux de 65 gouttes, étant donné qu'on était en 2016-2017, répartis en des marchés de travaux, en des marchés de services et des marchés de fournitures qui représentent le plus gros lot, environ 85% des marchés qui sont passés. Par exemple, l'institution qui fournisse qui passe beaucoup plus de marchés, c'est le ministère de l'Éducation nationale, 37 marchés, n'est-ce pas? C'est 57% total des marchés. Mais, à contrario, l'institution qui passe, pas le moins de marchés, mais qui passe beaucoup plus de marchés en termes de valeur, d'accord? C'est les travaux publics, avec 75% total des marchés publics validés par la CNMP, la Commission nationale des marchés publics. Vous voyez, travaux publics, seulement 5 marchés, mais 75% du montant total. Les sources de financement, trésor public et l'annulation de la dette de FMI, fonds de coopération japonaise, fonds propres, Petro-Caribé, AFD, USAID. Les opportunités qu'il y a, les autres opportunités, c'est investissement, création d'emplois, développement d'entreprises locales, partenariat entre les entreprises, n'est-ce pas, internationales et locales, transfert de technologie, très important, transfert de savoir-faire, développement d'expertise. Maintenant, quels sont les secteurs d'activité qui sont concernés? Gérald Chéry va revenir sur ces sujets-là. C'est surtout la construction, les équipements lourds et légers, le transport, fourniture d'électricité, formation, équipement, sécurité, services de maintenance et de nettoyage. Par exemple, je prends l'exemple. Nous sommes en train de construire un ensemble de bâtiments. Le Palais des Finances avec 3 grands bâtiments. Il y a la Cour supérieure des comptes, le ministère de l'Intérieur qu'on vient de terminer, le ministère du Commerce, la Cour de cassation. Donc, on a besoin des services pouvant faire la maintenance, n'est-ce pas, et aussi le nettoyage. On n'a pas ces genres de services en Haïti, ou du moins à ma connaissance. Il y a des prestations intellectuelles, il y a les fournitures de bureaux et certains services, n'est-ce pas, qui pourront être passés en partenariat public-privé. Je vais en terminer rapidement. Je vais devoir t'arrêter, peut-être, comme tu as dit, non, je vais en terminer. Donne-moi 30 secondes. Okay. Maintenant, alors, il y a une idée reçue que ce sont les grandes entreprises qui bénéficient généralement des contrats. Malheureusement, c'est une idée reçue. Les petites entreprises peuvent aussi avoir une stratégie pour pouvoir participer aux appels d'offres. D'accord, c'est très important. Mais la condition préalable, évidemment, c'est de remplir les conditions exigées, n'est-ce pas, et dans l'appel d'offres, avoir une entreprise, payer ses taxes, etc., etc., etc. Ensuite, la stratégie, Gérald Chéry va y venir rapidement. Mais quand même, ce que je dirais, c'est la confiance qu'il faut ramener. Et le ministère, ou du moins l'État, à travers la CNMP, n'est-ce pas, publie tous les marchés, n'est-ce pas, fait obligation à ce que les entreprises donnent leur plan de passation de marché. Ce n'est pas tout à fait fait, mais certaines institutions publiques le font. Et ensuite, du côté du secteur privé, c'est rechercher les informations, ce qu'on appelle faire la veille stratégique, consulter les sites du ministère pour pouvoir avoir le budget d'investissement et voir comment l'État va dépenser son argent. Merci. Très bien. Très bien. Je vous demande d'applaudir pour ce Bédénette. Donc, ça va être complété par professeur Gérald Chéry qui l'a présenté comme c'est à la fin.
Ok, voilà. C'est parce qu'il a interpellé tout à l'heure pour compléter un peu son discours. Donc on va garder l'ordre des présentations avec USAID maintenant. Isaac Michel qui va présenter rapidement les opportunités disponibles au niveau de cette institution qui gère vraiment les fonds du gouvernement américain principalement. Voilà. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je voudrais remercier les coordonnateurs de ce forum de nous avoir invités. Et je voudrais aussi vous remercier de nous avoir associés à ce panel très intéressant. Et comme vous avez vu, il va y avoir une compétition très serrée pour le temps de parole. Donc, ce que je vais faire, je vais condenser ma présentation en 3 points. Ce que nous faisons, les opportunités que nous avons, et ensuite, on passera très rapidement sur les stratégies et les mécanismes que nous utilisons au niveau de l'USAID. En fait, l'USAID est très impliqué, est très concerné par les grands défis qu'on a mentionnés ce matin, de création d'emplois, vous avez le chômage, l'accès au crédit, et dans le discours de l'ambassadeur, vous avez entendu des grands défis auxquels nous faisons face. Ce que nous faisons, c'est vraiment d'appuyer des petites et moyennes entreprises, parce qu'en fait, ce sont ces entreprises-là qui vont créer les emplois, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi nous utilisons plusieurs stratégies en vue de supporter les petites et moyennes entreprises, et nous avons vu des résultats très intéressants au cours de ces dernières années. Par exemple, à travers nos programmes, nous avons pu créer plus de 27 000 emplois permanents, et parmi ces emplois, il y a des gens qui ont travaillé pour la première fois dans leur vie. Et nous avons aussi assisté les ménages ruraux. Nous avons aussi contribué à l'expansion des micro, petites et moyennes entreprises. Et aussi, nous avons aidé à ce que les ménages défavorisés aient aussi des possibilités de participer dans l'économie. Et enfin, nous avons mobilisé à travers nos programmes plus de 20 millions de dollars en capitaux privés. En fait, en termes d'activités que nous avons sur le terrain maintenant, avec la BRH, nous appuyons la stratégie de finances et inclusion financière à travers 2 programmes que nous avons dans ce domaine. Nous assistons aussi le marché de l'immobilier. Nous avons une plateforme d'investissement dont l'ambassadeur a fait mention ce matin, Haïti Invest. Nous avons aussi des programmes de support à la DGI, support à la douane, et aussi nous donnons des garanties aux institutions financières afin qu'elles puissent assister les couches défavorisées. Donc, en termes d'opportunités au niveau de l'USAID, comme vous savez, nous sommes une agence de financement. Ça veut dire que nous finançons des activités. Et comment est-ce qu'on le fait? Nous utilisons une approche vraiment très compétitive pour sélectionner des partenaires, et c'est des partenaires d'exécution, et toutes nos opportunités se retrouvent sur nos sites officiels, à savoir FedBizop, grant.gov. Mais aussi, nous avons un partenaire important, et je crois qu'ils sont représentés dans l'assistance ce matin, à travers Mme Melissa Padberg, et puis nous avons Gilles Sassine aussi. Si vous n'êtes pas encore sur cette plateforme qu'on appelle Combit, je vous invite vraiment à leur parler ou bien à me retrouver au cours des pauses café. Je pourrais vous introduire parce que toutes nos opportunités sont publiées sur leur site. Et nos partenaires, quand ils ont aussi leurs opportunités, ils publient. C'est une exigence qu'on leur fait de publier toutes les opportunités qu'ils ont au niveau de leurs institutions. Et pour terminer rapidement, comme j'ai déjà épuisé mon temps de parole, les stratégies que nous avons au niveau de l'USAID, vraiment, nous gardons nos yeux sur l'objectif final qui est d'assister les fermiers à augmenter leurs revenus. Aussi, la gestion des bassins versants nous intéresse beaucoup. Et le renforcement des marchés, c'est quelque chose qui nous tient à cœur également. En termes de mécanismes de financement, nous avons plusieurs mécanismes, comme des subventions aux petites et moyennes entreprises, de l'assistance technique aux micro, petites et moyennes entreprises. Nous donnons aussi nous appuyons la formation technique à travers les écoles professionnelles. Nous donnons des supports aux institutions de microfinance. Et finalement, comme je viens de dire, nous donnons des garanties de crédit aux institutions financières afin qu'ils puissent donner du crédit aux couches défavorisées. Je vous remercie infiniment. Okay. Merci, Isaac Michel. Et donc, nous allons enchaîner maintenant avec
L'Union européenne. L'Union européenne a une présentation PowerPoint. Donc, je passe la parole à Aniceto Rodriguez-Ruiz. Entre-temps, peut-être... Ok, oui, merci beaucoup. Ça s'entend bien en bas? Ok. Oui, c'est parfait, c'est correct. Ok, merci beaucoup de l'invitation, merci beaucoup de l'organisation de cet événement. Moi, je vais essayer d'être court, synthétique et aller direct au grain, au point. L'Union européenne a ici à Port-au-Prince une délégation, un bureau. Nous travaillons essentiellement sur la coopération au développement. Nous accompagnons les efforts de l'État haïtien pour mener toute une série d'actions menant au développement économique du pays. Nous avons une programmation. Le son passe bien? Oui, ok. Nous avons une programmation qui porte sur 7 ans et pour un total d'environ presque 500 millions de dollars, 420 millions d'euros, qui est focalisée sur 4 grands secteurs d'activité. La construction de l'État, la réforme de l'État et de l'administration, l'éducation, les infrastructures et le développement urbain et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mais ce qui est important, c'est que pour développer toutes ces activités, nous sommes des grands consommateurs de services, de fournitures et de travaux. C'est-à-dire tout cet argent qui est dédié à la coopération au développement, tout cet argent qui est utilisé pour accompagner les efforts de l'État haïtien, se traduit évidemment en achat de biens, services et travaux. Notre façon la plus courante de travailler en matière de coopération au développement, parce qu'il y a en gros 3 modes de mise en œuvre que nous utilisons. Un, c'est le direct, ça veut dire c'est nous-mêmes qui gèrent le projet. Le deuxième, c'est le mode de gestion indirect. Le mode de gestion indirect, nous trouvons un partenaire qui va mettre en œuvre le projet. Dans le premier cas, c'est nous qui mènent les procédures de marché. Dans le deuxième cas, le mode indirect, c'est notre partenaire qui va le faire. Alors, je dois dire que notre partenaire privilégié, celui qui met en œuvre la plupart de nos actions, c'est le propre État haïtien. Parce que nous travaillons à travers une chose qui s'appelle le Bureau de l'Ordonnateur national. C'est une agence de l'État haïtien dont leur principal rôle, c'est précisément la mise en œuvre de la coopération européenne financée du Fonds européen de développement. Tout ça sans compter qu'à peu près 25% de notre aide rentre directement dans les caisses de l'État via un appui budgétaire direct, ce qui veut dire que ces 25% est géré directement par l'État haïtien et intégré dans le cadre des différentes actions que l'État haïtien mène, et pourtant ce sont les procédures de marché de l'État haïtien qui sont d'application pour ces 25% de notre aide. Voilà. Alors, pour essayer d'aller au point et de ne pas laisser des choses importantes, comme j'ai dit, nos achats, nous les faisons en 3 groupes. Il y a 3 considérations. Il y a d'abord les achats de services, essentiellement de l'assistance technique. On achète beaucoup d'assistance technique. Ensuite, il y a les marchés des fournitures, ça veut dire acheter du matériel, acheter des choses, des voitures, des éléments, des machines, etc. Et puis finalement, le 3e groupe, c'est les marchés des travaux. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a un gros secteur que c'est le développement urbain et les infrastructures. On est en train de construire la route nationale 3, on est en train de faire toute une série de travaux d'infrastructure, on est des grands consommateurs. Alors, ce qui est important, ce qui est important pour l'audience ici, comment est-ce que je peux participer du gâteau? Comment est-ce que je peux rentrer là-dedans pour essayer de vendre mon service, le service que ma compagnie ou mon start-up offre? Comment est-ce que je peux vendre une compagnie de construction, essayer de participer dans les travaux, etc. Bon, il faut dire que chez nous, on a aussi un principe qui est celui de, en anglais, je ne sais pas comment ça se dit en français, untied aide. Ça veut dire que notre aide à l'État haïtien n'est pas liée
à devoir acheter de fournitures de services ou de travaux à des compagnies d'une origine concrète. Alors, dans toutes nos règles, dans toutes nos régulations, il est prévu que l'éligibilité concerne toutes les compagnies qui sont originaires de l'Union européenne, les compagnies qui sont originaires de tous les pays ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, vous savez, tous les pays signataires des accords de Cotonou, dont Haïti en fait partie, et finalement, il y a, conformément à certains accords internationaux. Il y a aussi d'autres pays d'OCDE, OMC, etc. Moi, ce que je voulais aussi signaler, c'est que parfois on dit que c'est difficile d'accéder, les exigences qui sont mises sont des exigences trop fortes. Bon, nous avons, nos marchés sont classifiés, comme j'ai dit, les 3 types de marchés par montant, et en fonction du montant, les niveaux d'exigence et la procédure applicable est plus simple ou plus complexe. Alors, normalement, dans les marchés de moins de montants qui sont indiqués là sur le tableau, ils sont facilement à la portée des compagnies moyennes et même petites. Finalement, je voulais, parce que mon temps... Si tu me permets, c'est que oui. Ça, c'est pas vraiment lisible. Est-ce qu'il y a des pamphlets qui peuvent être distribués là, ou bien tout ça, on indique sur le site directement comme ça? Tout ça se trouve dans le site. Et puis, chaque fois qu'on va publier un appel pour faire un achat, on va déterminer dans l'appel, en fonction du montant, on va déterminer dans l'appel quel type de procédure va être choisi. Voilà. Il faut aussi dire que pour la plupart des procédures, des marchés, nous avons ce qu'on appelle la pré-information. Ça veut dire, avant de publier l'avis, avec déjà un deadline de présentation, etc., on publie généralement un préavis où on dit prochainement il y aura une... Voilà. Et comme ça, les gens peuvent commencer à se préparer. Alors, dans la dernière slide, il y a les websites dans lesquels vous allez pouvoir trouver... Voilà. Je ne sais pas si c'est très lisible. C'est pas lisible. Si tu pourrais juste un site clé ou encore le site principal pour si les gens souhaiteraient bien regarder. C'est quoi? C'est le site de la mission ou quoi? Voilà, d'abord il y a le site de notre délégation. Ensuite, c'est le tout premier qu'il y a dans la liste. Ensuite, il y a le email, le courrier électronique dans lequel toutes vos questions sont les bienvenues et vont être répondues. Bon. Pador et Prospect sont des sites pour offrir des propositions, c'est plutôt pour des organisations qui ont des projets complets à offrir. Et ensuite, la publication des avis de marché sont aussi dans le website central de EuropeAid, de DEFCO, que c'est la Direction Générale de Coopération Internationale et Développement à Bruxelles. Voilà, on va fermer. Et je remercie et je vous demande d'applaudir M. Aniceto Rodriguez-Ruiz. Donc, pour des informations supplémentaires, vous êtes invités à consulter leur site, mais c'est vraiment regrettable parce que ce n'est pas lisible du tout. Et sur l'écran, on pourrait avoir directement les sites. Donc, on continue avec, à partir de Google, voilà, délégation de l'Union européenne en Haïti. Justement, ça va vous permettre. Exact. Absolument, merci. Donc, délégation de l'Union européenne en Haïti, comme ça, on pourra faire le lien avec les différentes offres offertes les offres de cette institution. Donc, on va enchaîner avec Raphaël Oulia de la BID. Et on espère qu'on va avoir une présentation beaucoup plus succincte que les premières, parce que là, on est vraiment très peu de temps qui nous reste, parce qu'il y avait d'autres questions qu'on va probablement laisser de côté pour prendre les questions du public. Et comme ça, et juste après la présentation de ces autres collègues. Oulia. Bonjour. Tout d'abord, remercier les organisateurs du Forum de cette opportunité et l'invitation. C'est un plaisir aussi de participer de cette table, de ces panélistes. Spécialement, je trouve beaucoup de amis de collaborateurs dans cette panel. Et bon, on va passer directement à la présentation. Je ne sais pas si, Darlene, on arrive à projeter la présentation. Est-ce que pour la BID, est-ce que c'est prêt?
j'ai l'impression que c'est pas... Bon, je vais continuer. L'idée de la plan de présentation qui doit être synthétique, il est basé sur 3 points, qui sont les opportunités qu'offrir à travers le financement de la ville, toujours, comme a été dit, pour aider à supporter le développement, la croissance économique, la création d'emplois dans l'État haïtien. La deuxième partie sont comment accéder à ces opportunités et qui sont, la troisième partie, c'est le troisième point, qui sont les outils mis à disposition pour la vie à les fournisseurs haïtiens. Bon, le nombre de marchés publics en Amérique latine et Caraïbes, il est plus ou moins de 800 billions de dollars américains. Plus ou moins, les 70% de cette opportunité sont publiées en Internet. De ces marchés, ce qui représente la vie dans tous ces marchés de l'Amérique latine et Caraïbes, c'est à peu près entre 4 et 5 billions de dollars, de lesquels il y a 30 000 contrats qui se font chaque année. La plupart sont des contrats, vous voyez qu'il y a des contrats de consultation et aussi de biens et services, tel comme il a expliqué mes collègues de la USAID et de l'Union européenne. En Haïti, il y a une particularité qu'on a un portefeuille basé surtout sur l'infrastructure. Ça, ce pourcentage est plutôt basé aussi, il y a un pourcentage meilleur de travaux. Je dirais que ça sont en gros le montant général des opportunités pour lesquelles on se trouve dans les marchés publics. On a constaté dans cette dernière année aussi, je dirais, que les investisseurs, soit étrangers, soit locaux, ils trouvent beaucoup de difficultés aussi à trouver des fournisseurs locaux. Je laisse ça pour le débat après. À niveau de comment accéder, il y a des politiques, de passation de marché sur les biens et services et des politiques de passation de consultation. Quels principes, règles, ces politiques qui sont applicables pour accéder à les opportunités? L'économie, l'efficacité, la transparence, la compétence et l'égalité d'opportunités sont des choses basiques pour pouvoir participer dans les marchés de la vie. De la même façon que l'Union européenne a règles d'éligibilité, dans les cas de la vie, tous les pays membres de la vie, ils pourront accéder à ce type de marché public. La plupart des marchés qui sont en Haïti, ils sont aussi d'appel d'offres national. Il y a aussi d'appel d'offres international. Mais soit international ou national, tous les fournisseurs haïtiens, tous les PME haïtiens pourront participer de ces marchés. Il faut bien comprendre que tous les projets et tous les financements de support à l'État haïtien sont gérés pour l'État. Il y a des unités d'exécution dans chaque ministère ou organisme autonome qui gèrent le financement fourni pour la ville. Et c'est eux qui font, je dirais, tous les processus de passation marché et qui sont en relation avec la communauté, avec les PME haïtiens. La ville a un rôle, et quel est le rôle de la ville en tout ça? C'est suivi, non, que tous les politiques ils sont bien appliqués, et accompagner les unités d'exécution à pouvoir établir une stratégie de passation marché et faire une supervision de que tout, sous ces règles, il était accompli. Dans ces, je dirais, en train de passer plus avant, je voudrais passer jusqu'à pour le key factor, c'est-à-dire le facteur de succès qu'on peut avoir pour accéder à ces marchés. Je dirais que c'est aussi applicable dans les marchés privés. Hein. Avoir pour le PME haïtien une idée de longue perspective de comment pouvoir participer et dialoguer avec les unités d'exécution et participer dans ces marchés publics. Faire un suivi systématique de toute l'information disponible sur Internet, aussi face-to-face, contacter les unités d'exécution pour savoir
quels marchés ils vont être lancés, et être, dans ces cas, persistant dans cette stratégie d'approche au marché public, contacter de façon régulière les unités d'exécution et connaître bien, et les unités d'exécution vont fournir les informations pour pouvoir participer dans tous les marchés. Et aussi, je voudrais
ce que représente en termes d'opportunités de marché effectivement par rapport à l'aide publique au développement en Haïti.